Bonjour tout le monde, bienvenue à la Maison des pratiques artistiques amateurs virtuelles. On est ravis de vous réunir pour une de nos rencontres maintenant fameuses, amateurs, oui et alors, qui vise à questionner tous les aspects de la pratique artistique, la légitimité du mot amateur et la manière dont on peut poursuivre l'évolution de politiques culturelles qui jusqu'alors regardent un peu d'en haut ce qui se passe en matière d'accès au public, en matière d'accès aux œuvres, pardon, et en matière de réception, pour questionner un petit peu comment on peut pratiquer, comment on peut faire soi-même et comment être acteur dans un vaste monde culturel pluriel. Nous sommes le 6 mars 2021. Dans une semaine exactement, cela fera une année entière que la MP2A est fermée, qu'elle n'a pas rouvert, en tout cas dans son rythme habituel, dans son envergure d'activité habituelle. Et donc, ça fait 1 an que nous nous tenons à distance. Voilà, donc ça résonne particulièrement pour moi aujourd'hui de vous accueillir sur Zoom. Ce week-end est également particulier parce qu'il célèbre les droits des femmes. On est à 2 jours du 8 mars, le fameux 8 mars, qui n'en a pas fini d'être utile, même si moi, ça fait 25 ans, je pense, que je travaille sur l'égalité femmes-hommes et que du coup, je ne célèbre plus le 8 mars, en tout cas pas de la même manière. Mais en tout cas, ce 8 mars n'en a pas fini d'être utile quand on voit, par exemple, les dernières nominations des directeurs et l'absence de directrices parmi les décisions des collectivités territoriales et de la ministre de la Culture. Il y a des listes qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux. C'est assez éloquent. Il n'y a pas une femme. Et donc, le thème de cette rencontre aujourd'hui, ce qui nous lie, conjugue, vous le voyez, des préoccupations de circonstances complètement contextuelles, mais aussi appelle des réflexions et des enjeux plus profonds qui sont liés à la question de la domination, la question du pouvoir, la question d'où partent les mots, d'où part la parole. Voilà. C'est un peu sur ces questionnements qu'on voulait vous réunir aujourd'hui. Et aujourd'hui, bah, voilà, en pleine pandémie, comment sommes-nous connectés? Qu'est-ce qui fait lien entre nous, avec ou sans connexion numérique? Les usages du numérique sont proprement humains. Alors, comment notre humanité évolue-t-elle avec ces usages, ces outils? Qu'est-ce qui fait lien au fond et comment évolue ce lien? Voilà, c'est un peu toutes ces questions qu'on vous propose de partager tout l'après-midi et qui vont nous permettre de faire une sorte de voyage ensemble, une sorte de découverte assez active, parce qu'on avait envie de transformer ce qu'on dit et de faire ce qu'on dit, en tout cas, et de proposer quelque chose où chacune d'entre vous va avoir un rôle à jouer. Donc ça, c'est très important. Donc aujourd'hui, on va travailler en 2 temps, enfin en 3 temps plus exactement. L'après-midi va démarrer dans quelques minutes par une table ronde pour entrer en matière tous ensemble. Et je vais vous en présenter les intervenants et les intervenantes dans quelques secondes. Ensuite, nous allons entrer en travail collectif autour d'une performance participative pour que justement nous puissions chacune éprouver les questionnements qui auront été proposés, soulevés, suggérés par la table ronde et par la thématique. Et qu'on puisse vivre chacun dans son intime, faire écho à son vécu, à son expérience, ces questions de ce qui nous lie. Voilà. Et puis, il y aura un mot de la fin. Aujourd'hui, on devient voilà, complice et habitué à inviter Fabrice Raffin, qui est anthropologue, socio-anthropologue même très exactement, maître de conférence à l'université de Picardie, Jules Verne, directeur de recherche aussi à SEA Europe, qui travaille sur des questions culturelles au sens large et sur la question des lieux, la question des friches, des fabriques et de toutes les alternatives un peu de ce type. Et on est ravis d'avoir rencontré Fabrice il y a quelques mois et qu'il accepte nos invitations à être soit grand témoin, soit pouvoir apporter un point de vue ou une idée pour introduire ou clôturer nos rencontres. Donc, ce sera le cas aujourd'hui. On aura terminé la partie participative. Alors, la table ronde réunit 4 personnes. Une table ronde paritaire, puisque, comme je vous l'ai dit, 8 mars oblige, et puis c'est la manière de fonctionner de la MP2A de toute façon. Nous avons invité Emmanuel Vergès. Emmanuel, qui est depuis peu directeur associé à l'Observatoire des politiques culturelles, qui est ingénieur informaticien de formation, qui a œuvré à la Friche Belle de Mai pendant pas mal d'années, pendant 20 ans, pour développer pas mal de choses, et notamment un lieu qui est devenu le Zinc. Emmanuel s'intéresse aux histoires, au devenir auteur. Il enseigne les cultures numériques, notamment à l'université d'Aix.
Et dans son travail, et notamment de coordination de l'Office, la structure qu'il coordonne, il accompagne des collectivités, des structures culturelles à construire des projets en ce qu'il appelle en régime numérique et développe dans ses recherches un parallèle entre l'Internet, les cultures libres, et les droits culturels et aussi l'innovation sociale. Donc voilà, on démarrera tout à l'heure avec Emmanuel. Et pour compléter et réagir et apporter un tout autre point de vue, on a invité Manuela de Barros. Manuela, qui est maîtresse de conférences en philosophie, esthétique et théorie des arts à l'Université Paris 8. Ses travaux portent sur l'esthétique de l'art contemporain et des nouveaux médias, les rapports entre les arts, les sciences et les technologies, mais aussi les modifications biologiques, anthropologiques et environnementales liées aux technosciences. Emmanuel est là pour nous parler aussi d'un ouvrage qu'elle vient de faire paraître qui s'appelle Magie et technologie. Donc tout un programme, on a hâte d'en savoir plus. Et puis les deux autres personnes que nous avons invitées vont plutôt témoigner, c'est plutôt des retours d'expérience, avec notamment Hélène Goulot. Hélène qui est coordinatrice de projets socio-éducatifs au SAMU Social à Paris et qui travaille avec sa collègue Pauline Richez sur un projet qui est mené en partenariat avec la Maison des pratiques artistiques amateurs, la MP2A, Mon chemin, mes images, qui est un projet de carte sensible sur lequel interviennent notamment Christina Hoffmann et Benoît Labourdette, qui est présent parmi nous, puisque ce projet est proposé dans le cadre de Connexion, le projet de territoire de la MP2A qui est en cours de développement, qui a démarré en février. Et donc, c'est aussi dans le cadre de Connexion, je ne l'ai pas dit en intro, mais que nous proposons cette thématique, ce qui nous lie. Voilà, vous pourrez tout trouver, les informations sur Connexion, sur Internet notamment. Donc, Hélène nous fera un retour d'expérience sur ce travail qui est en cours, hein, qui n'est pas terminé, qui est même plutôt au début du chemin, et pourra nous expliquer en quoi cela consiste et qu'est-ce que cela transforme dans les pratiques à la fois culturelles, mais artistiques, mais plus largement culturelles, des personnes auxquelles ce projet s'adresse. Et puis, donc Benoît Labourdette, qui est présent parmi nous, qui sera plutôt, lui, en intervention sur la partie participative tout à l'heure, en co-animation avec Emmanuel Vergès. Donc, on parlera de cette deuxième partie d'après-midi tout à l'heure. Et enfin, parmi nos intervenants de la table ronde, j'excuse l'absence d'Adi Patrix, qui est conteur, directeur du festival Mix-Up, dont la MP2A est partenaire également, et qui a été accueilli toute la semaine dans nos murs, puisque le festival a lieu jusqu'à demain. Abi est engagé autour du conte depuis toujours, mais depuis pas mal de temps aussi, dans une dynamique de transmission qui lui tient beaucoup à cœur. Il mène beaucoup d'accompagnement artistique de jeunes conteurs en voie de professionnalisation. Il anime des stages aussi, des masterclass sur le conte. Et donc, comme il ne pouvait pas être là cet après-midi, et ça c'était prévu, il a un spectacle qui joue en ligne, un spectacle que je vous recommande, en ligne ou en vrai même, si vous avez l'occasion un jour. Ça s'appelle Fake. Ça se joue dans l'espace public et avec des écouteurs, des casques, comme nous un peu aujourd'hui. C'est une réécriture du mythe et du conte Peer Gynt dans l'univers et la mythologie du Nord. J'ai eu l'occasion de le vivre à la Gare du Nord il y a 1 an et demi, 2 ans. C'est un spectacle assez incroyable où on est vraiment en immersion et avec des choses très artisanales. On conjugue avec le numérique une expérience sensorielle qui est particulièrement envoûtante, voilà, et pleine. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de démarrer, galanterie oblige, avec Abi Patrix, dont j'ai enregistré le témoignage en lui posant quelques questions mardi dernier. Et puis, nous enchaînerons, je vous donne l'ordre des intervenants, avec Emmanuel ensuite, qui partagera son point de vue et son expérience. Nous poursuivrons avec Manuela de Barros et nous conclurons avec Hélène et Benoît, mais surtout Hélène qui nous parlera du projet. On est ravis de vous accueillir, passez un très bon après-midi et on y va avec la vidéo Abi Patrix. Alors, merci beaucoup, Abi Patrix, de répondre présent à cette proposition un peu innovante, pour moi en tout cas, d'entretien par Zoom enregistré pour pouvoir participer pleinement à cette rencontre du 6 mars sur la question de ce qui nous lie, ce qui fait lien entre humains et ce qui fait sens dans le geste artistique entre nous dans cette période complexe.
Alors avant de te demander comment tu vas et comment tu vis cette période complexe justement en tant qu'artiste, peut-être juste souligner que c'est dans le cadre de l'accueil du festival Mix Up que le projet de territoire Connexion est heureux de t'accueillir depuis donc le début de la semaine, depuis début mars. Est-ce que tu peux nous présenter le festival Mix Up en quelques mots? Oui, bonjour, merci, merci de m'accueillir et de me donner la parole, ce qui est déjà un événement aujourd'hui, prendre la parole et avoir quelqu'un qui écoute, c'est formidable. Alors Mixup est venu d'une idée, autour de la discipline du conte et des conteurs qui se développe énormément en Europe et il y a un jour qui s'appelle The World Storytelling Day, le jour du conte mondial, où les gens racontent des histoires un peu partout dans le monde. C'était une initiative qui a commencé au Québec et puis en Suède et puis maintenant qui se propage. Et autour de cette journée, l'idée, c'était de favoriser la notion de conte et de conteur en toutes les langues. C'est une des grandes questions européennes mais mondiales, c'est la question de la langue, des langues. Et il me semble que la France a toujours une attitude complexe par rapport au multilinguisme, au bilinguisme, et puis toujours un passé de langue dominante qui est peut-être toujours un peu difficile à digérer. Et les Français ne sont pas toujours très réceptifs à écouter des choses dans des langues étrangères. Et ça me semble important aujourd'hui, avec toutes les questions du monde, que nous soyons beaucoup plus poreux, plus ouverts et aussi plus polyglottes. Donc Mix-up, c'est l'idée du récit dans plusieurs langues et ça a commencé par un soutien de Europe Créative, du réseau européen FEST, qui soutient les actions en Europe qui valorisent ce jour, cette journée mondiale. Voilà comment ça a commencé. Tu disais qu'il y avait aussi des choses que, voilà, qu'on vivait, qu'on ne vivait pas avant. Est-ce que tu peux développer? Mm. Oui, ce qui était frappant, surtout l'année dernière, dans cet isolement obligatoire qu'on a eu, qui a été très long, et du coup, il y avait deux choix. Soit toutes nos activités, surtout européennes, s'annulaient, tout Mmh. simplement, soit on leur trouvait une nouvelle modalité. Et évidemment, l'Europe est très technique et elle est très mobilisatrice d'initiatives qui relient les gens à travers les pays. Donc l'Europe nous a dit surtout trouver d'autres idées et travailler à distance avec la visio, avec les systèmes comme Zoom, comme Google Meet, comme tous ces nouveaux logiciels qui permettent la communication. Et donc j'ai essayé à deux reprises l'année dernière de faire des masterclass à distance avec Zoom, pour ne pas le nommer. Voilà. Et au début, j'étais un peu désemparé. On est habitué à cette relation physique presque du maître et des élèves, de celui qui a l'expérience et qui transmet aux plus jeunes. Et là, tout à coup, dans cette situation de visio, il y a eu un choc qui était ce partage d'écran qui devenait tout à coup comme un espace scénique qui est vide et qui tout à coup s'emplit des personnes avec qui on va travailler. Donc on n'était pas très nombreux, on était 8, 4 stagiaires et 4 formateurs. Ça paraît d'incroyable luxe, mais ça rendait les conditions possibles. Et ce qui m'a frappé, c'était la circulation d'énergie, la circulation de parole à travers toutes ces personnes d'origines différentes, d'âges différents, de fonctions différentes, que tout à coup, une forme presque de nouvelle démocratie, de nouvelles formes d'égalité apparaissait, qui était la taille qu'on avait dans le groupe. Donc on est tous de la même taille. Et on a tous, on va dire, si on joue le jeu du passage de parole, nous on le faisait, je montre cet objet parce que ça m'a beaucoup amusé, j'aime beaucoup cette petite tortue qui représente l'ancêtre chez les Dogons. Mmh. Donc moi quand je voulais prendre la parole, montrer ma tortue, et donc il fallait qu'il y ait un silence pour que je puisse prendre la parole. Et puis ensuite, je l'enlevais, quelqu'un d'autre prenait la parole. On retrouvait un système traditionnel du partage de parole avec le bâton de parole qu'on passe, qui fait que tout le monde a la parole. Il n'y a pas de, il y a pas de sélection par l'âge ou par l'expérience, et ça circule. Et j'ai eu cette impression tout à fait étonnante
que mon absence de réalité physique, donc toutes ces strates dont tu parles, ne s'exprimaient pas fortement corporellement comme quand je suis là dans un stage ou une masterclass avec des jeunes, où mon expérience et ma présence physique imposent une forme de relation, que je le veuille ou non, ça s'impose. Là, pas du tout. Tout à coup, on est à égalité avec le temps, avec la taille, avec l'espace, et j'ai trouvé ça assez étonnant. Ça crée une sorte de climat de confiance et où j'ai vu des jeunes oser dire des choses, oser partager des questions, des interrogations très intimes, sans aucune appréhension, de par cette présentation qu'on avait tous des uns des autres et ce respect Mhm. du temps de parole. Et ça m'a beaucoup intéressé. Je trouve que par rapport à un avenir, ne serait-ce qu'un avenir écologique, où on sent qu'il va falloir on va dire se transporter beaucoup moins, Mhm. polluer beaucoup moins, je pense que beaucoup de nos déplacements étaient des déplacements d'habitude. Donc je pense que ce temps possible de partage pour un certain type d'expérience et un certain type de relation est extrêmement positif. Par contre, très vite, et on voit au bout d'un certain temps, il appelle autre chose. Et ce qu'il appelle, c'est viens que je t'embrasse, viens qu'on soit ensemble, qu'on partage un verre. Bon, ça, on ne peut pas le faire à distance. C'était une blague quand on, à la fin du workshop, du masterclass, on venait avec un verre pour boire. Moi, j'avais de l'armagnac, l'autre avait un verre de jus de pomme, etc. Ça faisait blague et on sentait qu'il fallait qu'on se revoie. Donc, Mhm. on a projet de se voir l'année prochaine physiquement. Ce sera nécessaire. Mais en attendant, là, il y a une piste de relation et de travail et de transmission. On avait un Australien en même temps qu'un Portugais, en même temps qu'une Allemande et qu'une Néerlandaise, avec un horaire commun, alors qu'on était à des endroits de la planète différents. Et Mhm. pendant un moment, on était ensemble. C'est Mhm. quand même assez étonnant. Ouais, ouais. Alors moi, C'est assez étonnant. j'entends quelque chose de très fort sur la notion de déplacement parce que dans le même retour d'expérience, et merci beaucoup pour ce retour d'expérience parce que je le trouve particulièrement symbolique de plein de choses qui nous arrivent et de constats qu'on fait chacun, chacune à nos endroits. La notion de déplacement, à la fois, elle est physique, hein, prendre l'avion, se déplacer, aller en Australie, aller au Portugal, mais j'entends aussi dans ton retour d'expérience un déplacement intime, intérieur, de prise de conscience d'une modalité différente pour transmettre. En tout cas, de ne pas parler du même endroit que d'habitude, ou en tout cas de le faire en conscience. Effectivement, la puissance de l'aura, du physique, de l'informel, de l'intuitif, du respect légitime ou débordant qu'on peut mettre dans une attente de la parole en tant qu'auditoire, elle est significative. Quand on entre dans un amphithéâtre, si on est 150, c'est pas la même chose que si on est 20. Si on est loin, c'est pas la même chose que si on est près. Toutes ces considérations physiques entrent en ligne de compte. Et puis, ce qu'on a projeté de la personne qui va s'adresser à nous, soit par son expérience, son savoir, son aura, son talent, sa reconnaissance par des pairs, PAIRS, voilà, nous influence dans notre écoute. Donc, je pense que dans cette question du déplacement, on a à s'interroger sur la manière dont on dispense la parole, qui parle, ce sera l'objet de notre travail cet après-midi, quelles histoires on raconte, mais surtout aussi comment on écoute, qui on est pour écouter, pour entendre, pour prendre part. Est-ce que c'est quelque chose que tu souhaites développer, que tu as en tête, cette idée de déplacement intérieur? Oui, parce que euh, tu vois, quand tu es un performeur, c'est quelqu'un qui vraiment se manifeste devant, en général, des grands groupes, même dans les masterclass, on se retrouve avec 15, 20 personnes, on est habitué à projeter une énergie Mm. et on la projette très fort. On a besoin d'occuper un grand espace. Et on peut revenir à la notion de Peter Brook de l'espace vide. Il faut partir d'un lieu vide pour partager, mais aussi il faut pouvoir l'habiter, ce lieu. Et nous qui sommes habitués à se projeter, parce qu'on a fait ce travail vers l'intérieur, on se projette vers l'extérieur avec une très grande force. Et on impose, on voit bien, on impose. Et je trouve que c'est intéressant. Par exemple, là, on est l'un à côté de l'autre. Je te vois de face, tu me vois, et
Je peux faire tout ce que je veux, je peux essayer de garder la parole, je peux essayer de parler plus fort, je peux essayer ça n'empêche qu'en fait, je n'ai pas plus d'influence que la taille que j'ai maintenant avec toi. Et du coup, je vais m'intéresser à l'instant présent, je vais essayer de chercher quelque chose de plus intime et je vais aussi chercher à me relier à toi Mm. de manière plus intime, plus à l'écoute, plus tranquille, parce que je vais sentir que je ne peux pas imposer, tu vois, mes gestes, je ne peux pas imposer quelque chose, tu es pas là uniquement, mais en même temps, tu es là. Donc cette relation-là va nous obliger à nous chercher, à équilibrer, peut-être à pousser chez toi, à diminuer chez moi, et à trouver l'endroit où on est ensemble. Alors, ce qui nous relie, c'est ça, hein, cette connexion. Trouver une connexion où tout à coup, on est ensemble. Et je trouve que c'est ce média qui nous est imposé ou proposé, il a une vertu. Limitée, il a une limite, mais il a une vraie vertu. Merci pour la diffusion du film. On va enchaîner directement parce que s'il y a des questions, c'est bien qu'elles s'accumulent un peu dans le chat ou des réactions et puis on fera un temps évidemment après pour y répondre ou en tout cas faire intervenir. Emmanuel Vergès. Merci beaucoup Sonia là, pour ce très beau témoignage d'introduction de ce moment. Alors, je vais essayer de vous dire en 2 mots d'où je vais parler, puis un peu ce que tu m'as demandé, Sonia, de partager avec vous cet après-midi, de prendre un petit quart d'heure, 20 minutes max pour vous partager des réflexions, comme tu m'as, à partir aussi de ce que tu m'as présenté et à partir de ce que vient d'évoquer aussi, de ce que tu viens d'échanger avec Abby Patrick. Tu m'as demandé de venir vous présenter une réflexion que je mène depuis quelques années sur la relation qu'il y a entre les cultures numériques, hein, ce qu'il y a de ce que mobilise un peu comme élément de culture les outils numériques. J'ai toute une réflexion sur l'importance, que je partage aussi particulièrement beaucoup avec Benoît Labourdette, l'importance des pratiques amateurs, dites amateurs, ou des pratiques des gens, de nos pratiques avec ces outils-là, ce que ça transforme profondément d'une autre manière de produire de l'art et de la culture avec ces outils numériques, avec la notion des droits culturels, qui est quelque chose qui vous anime beaucoup à la MP2A. Et je vais essayer de vous présenter de manière voilà, une petite histoire. Je vais essayer de vous raconter une petite histoire un peu de cette relation qu'il y a entre ces deux outils, entre ces deux notions-là, ces principes-là, ces concepts-là. Je vais y revenir. Et puis le relier à cette capacité que ça nous permet, relier ces deux notions-là, d'essayer effectivement de penser notre manière de raconter des histoires. C'est vraiment très opératoire, en fait, cette relation-là. C'est plus une forme d'outil de production, une forme de base pour essayer de se créer notre forme de légitimité pour pouvoir raconter des histoires. Alors, j'ai préparé quelques diapos juste pour reprendre un peu les éléments que je vais vous partager à l'oral. Je sais toujours que c'est important. Il y en a qui sont auditifs, il y en a qui sont visuels, il y en a qui sont auditifs. C'est de vous proposer un peu ces deux manières d'entendre ou voilà, de recevoir un contenu, d'écouter aussi un contenu, comme le disait tout à l'heure Abby Patrick. Alors, je vais vous partager mon diaporama et je vais le mettre en grand écran. Voilà. Donc, la notion qui m'anime voilà, d'une manière assez profonde, c'est entre droit culturel et culture numérique, c'est la notion de s'outiller. Quand je disais c'est très opératoire, c'est très concret, c'est très opérationnel, s'outiller. Vous allez voir pourquoi je parle de s'outiller. Alors, quatre parties assez rapides, une introduction, puis deux réflexions, l'un sur ce que transforment les cultures numériques et deux sur ce que ça a comme résonance avec les droits culturels. Et je vous proposerai en quatrième moment des perspectives, un peu, une forme de conclusion, enfin plutôt des perspectives qu'une conclusion. Alors, qu'est-ce que je mets derrière le terme de droit culturel ? On a pas mal échangé en préparant cette journée-là sur pas mal de choses qui se racontent aujourd'hui, qui se travaillent autour des droits culturels. Moi, je reviens un peu à
non pas l'origine, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce rapport au texte et cette déclaration de Fribourg, hein, qui a été écrite et promulguée autour du travail qui avait été animé par Patrice Meyerbeach, hein, qui date de mai 2007, déjà pas mal de temps, 14 ans, et qui, en 12 articles, vient creuser les droits humains au travers des droits culturels, un travail qui avait été porté à l'échelle internationale dans le cadre effectivement d'un certain nombre de réflexions portées par l'ONU et l'UNESCO sur ces questions-là. Et j'ai eu je ne sais pas si une chance, j'ai eu l'occasion de travailler à la fois avec l'équipe de Réseau Culture 21 et puis aussi avec directement Patrice Meyerbeach sur cette réflexion entre droit culturel et droit numérique, parce que dans ces deux notions-là, qu'est-ce que je mets derrière le droit culturel et comment j'y suis rentré, c'est qu'il y a quelque chose d'extrêmement fort et important pour moi dans cette déclaration-là, d'un travail sur l'identité individuelle et le choix d'appartenance à des communautés culturelles. Et deux éléments qui sont, tout à l'heure, Abby Patrice l'évoquait tout à l'heure par rapport à la question des histoires, qui sont aujourd'hui dans notre manière franco-française, mais pas occidentale, mais franco-française, de penser la culture, assez complexe, hein, et on le voit actuellement sur la loi sur le séparatisme, sur la question de communautarisme ou sur les questions de laïcité, une difficulté forte de penser la question de la nation ou de la République hors d'un cadre culturel qui serait un cadre culturel unique. Quand on parle de la République une et indivisible, on y adosse dans notre pays très régulièrement en fait un seul et unique cadre culturel, hein. Et quand on parle de diversité, quand on parle de pluralité, tout de suite, et très souvent, j'ai des gens qui me réagissent en disant « Oui, mais à quoi on se raccroche ?» Cette idée qu'il faudrait se raccrocher à quelque chose, une culture qui serait unique, hein, qui nous permettrait d'avancer. Bon. Je trouve dans les droits culturels une manière extrêmement intéressante de traiter ces questions d'identité et multiples et ces questions d'appartenance, de choix d'appartenance à des communautés. Quelque chose qui évolue très fortement sur la place de l'individu, j'y reviendrai, au sein du collectif. Et puis, il y a une deuxième notion, j'y reviendrai aussi, moi qui m'intéresse beaucoup, qu'est-ce que je mets derrière, qui est un des articles qu'on travaille peu, mais qui est pour moi assez fondamental, qui est l'article 7b, qui est celui qui vient proposer un droit culturel comme une capacité à produire de l'institution. C'est-à-dire que cette déclaration donne à la fois pour moi un cadre, effectivement, une légitimité, un respect en fait aux identités individuelles, donne la possibilité du choix d'appartenance à une communauté, et en même temps construit cette relation qui est complexe dans une capacité à pouvoir produire des dispositifs d'institution de cette relation entre l'individu et les communautés. Et ça, je trouve extrêmement fort, extrêmement empouvoirant, pour utiliser ces termes québécois, empouvoirant de pouvoir effectivement penser à la fois la question de l'individu, la question de la communauté et la question du processus qui construit la communauté. Parce qu'évidemment, quand on regarde dans l'histoire, il n'y a pas de communauté, sans individu, il n'y a pas d'individu non plus sans communauté. Hein, le fantasme du gène égoïste qu'il y a eu, ou le fantasme de l'individu qui, par lui-même percé comme ça, évoluerait évoluerait seul dans un monde éminemment concurrentiel, est une espèce de fantasme et de mythe, une construction complètement culturelle par ailleurs. Et là-dedans, il n'y a pas non plus de communauté sans processus instituant de ce que c'est qu'une communauté. Je pense que Fabrice Raffin pourra évoquer aussi pourrait évoquer ou approfondir ces questions. Donc voilà, il y a cette première notion, moi, qui m'intéresse beaucoup, cette chose qui est beaucoup plus complexe que simplement une participation à la vie culturelle, une ouverture à la participation de la vie culturelle, comme on l'entend beaucoup autour des droits culturels. Qu'est-ce que je mets dans les cultures libres ? Ce que je mets dans les cultures libres, c'est ce qui est, et je vous proposerai à la fin là, de ma présentation une petite bibliographie, ce qu'écrit Fred Turner. Fred Turner, c'est un historien des technologies qui a écrit en 2012, enfin c'est sorti en 2012 en France chez CEF Éditions, un ouvrage qui s'appelle « Aux sources de l'utopie numérique », aux sources plurielles de l'utopie numérique, qui raconte la construction éminemment culturelle et les choix culturels qui ont été faits dans la construction des outils numériques et particulièrement du réseau
Internet, mais aussi de l'informatique individuelle. Et il raconte comment, et je vous donnerai le lien vers l'introduction que fait Dominique Cardon, qui raconte l'origine de ces technologies-là entre les communautés d'ingénieurs et de chercheurs, entre les communautés d'entrepreneurs, les premiers entrepreneurs et entrepreneurs à Silicon Valley, et les hippies des contre-cultures américaines des années 70. Ce que je mets derrière les cultures libres ou les cultures numériques, c'est effectivement un outil, des outils qui ont été construits pour essayer de construire une société free, hein, free non pas au sens de libre, du libre de la liberté française, hein, mais au sens du free sans entrave, sur le free qui vient autour de la notion d'émancipation, comme ça. Et où on s'aperçoit que les outils numériques et ces outils numériques, alors qu'on essaie d'en penser une forme de neutralité, hein, comme ça, j'y reviendrai rapidement, sont en fait éminemment culturellement situés. Hein, ils ont été inventés dans un moment de l'histoire, dans une partie géographique de notre monde, et qui, pour autant, ont ouvert eux aussi des choses qui, moi, m'intéressent particulièrement, sur des logiques de parité, de relations de pair à pair, peer-to-peer, et puis sur des logiques ne sont pas des logiques d'égalité, hein, qui sont des logiques de parité, une dimension technique qui ont outillé d'une certaine manière en fait les sociétés des années 60 et 70. Et je reprends, pourquoi je parlais tout à l'heure de la notion d'outiller, je reprends cette image du Whole Earth Catalog, qui est le premier catalogue un peu de vente par correspondance d'une certaine manière des contre-cultures américaines, du mouvement communaliste américain. Whole Earth Catalog, le catalogue de la Terre entière, d'une certaine manière, ou de la totalité de la Terre, sous-titré Access to Tools, accès aux outils. Hein. C'est-à-dire qu'on est dans un moment autour des cultures numériques qui vont essayer d'outiller la question culturelle. Et cette question culturelle, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle se pense à une échelle qui est beaucoup plus vaste que simplement une échelle territoriale ou micro. Hein. On n'est pas sous l'arbre à palabres et on n'est pas, tout à l'heure, dans ce qu'évoquait Abby Patrick, dans la tribu ou dans le clan, mais on est dans une échelle monde, le Whole Earth Catalog, c'est-à-dire on est à l'échelle de toute la planète. Qu'est-ce que je mets derrière du lien entre ces deux notions-là? J'y mets deux mots, émancipation, transformation sociale. Hein, cette capacité effectivement du sans entrave, du free, mais aussi dans les droits culturels de la question de l'identité, de plaider et de faire respecter son identité individuelle et de choisir sa communauté d'appartenance, avec aussi cette capacité à produire, à générer de la transformation sociale, c'est-à-dire à générer d'autres manières de constituer des institutions. Et je retrouve dans ces deux notions-là deux choses qui moi, m'intéressent de plus en plus dans le boulot. À la fois le fait que les questions de droit et les questions de technologie sont des outils et des récits. Hein, c'est-à-dire que le droit, fondamentalement, est un récit d'un moment de société, mais comme les technologies ne sont pas simplement que des outils que l'on utiliserait, qui seraient neutres comme ça, et qu'on utiliserait d'une manière ou d'une autre, qui seraient bien ou qui seraient mal. Non, ce sont des récits culturels, ce sont des productions culturelles. Et là, je fais référence à un travail extrêmement intéressant et riche d'un anthropologue qui s'appelle Tim Ingold, autour d'un livre qui s'appelle Faire, où il raconte à un moment donné différents récits possibles autour du biface, hein, et de ces premiers outils préhistoriques. Et il montre bien qu'à un moment donné, faire, c'est voyager, c'est-à-dire que utiliser, avoir un outillage, c'est partir dans un récit et construire la possibilité d'un récit collectif. Et puis, pour terminer cette introduction, ce que ces deux notions partagent aussi, c'est qu'effectivement, à la fois les questions de droit et les technologies vont proposer des logiques de principe et de méthodologie, hein, qu'on va retrouver, que ce soit dans le droit ou que ce soit dans l'utilisation des outils numériques, autour de logiques de procédure. Hein. Le droit est procédural, mais comme la construction de Wikipédia, hein, de la connaissance sous Wikipédia est procédurale, ça a affaire à des lieux, qu'ils soient en ligne ou pas en ligne. Comme tu l'évoquais tout à l'heure, Sonia, aujourd'hui on est sous Zoom, donc on est dans un autre espace, mais pour autant, hein, on est dans un espace qui existe entre nous, dans lequel on peut faire lien, ou tout au moins autour de la parole et de nos formes de gestes au travers des outils numériques. Donc des procédures, des lieux et des rituels, c'est-à-dire entre guillemets, des rituels entre guillemets, c'est-à-dire des moments et des situations qui vont permettre de mettre en œuvre des procédures dans des lieux. Hein. On va essayer de retrouver, je trouve, dans les questions de droit, et des droits culturels particulièrement, et les questions d'outils numériques, un peu ces deux entrées-là, d'outils de récit d'un côté, et puis de principes et de méthodologie de l'autre. Je retrouve, pour vraiment clore cette première partie, vraiment dans la relation qu'il y a entre droit
autour des droits culturels ou autour des cultures numériques et des cultures libres, vraiment des enjeux liés à l'éducation populaire, liés au community organizing, que je retrouve aussi dans pas mal d'écrits autour des luttes féministes et d'approches féminines de l'organisation de la société. Aujourd'hui, j'écoutais la semaine dernière un entretien avec Sam Boursier, quand elle racontait effectivement la question transféministe aussi d'approche de ces notions-là. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui aujourd'hui a une dimension culturelle très forte, véritablement, d'une autre manière de penser effectivement l'individu et la communauté, mais donc les processus d'émancipation et de transformation sociale. Alors, qu'est-ce que je mets derrière quand j'insiste sur la question des cultures numériques, qu'est-ce que je mets derrière cette notion-là? C'est qu'est-ce que ça transforme véritablement pour moi, ces outils, que ce soit l'outil de l'Internet, le web, que ce soit les applis, que ce soit les téléphones portables, que ce soit l'utilisation de l'ordinateur personnel, etc. Il y a deux notions. Une notion sur laquelle alors, on pourrait complètement partager ça et on pourrait faire des séminaires entiers avec vous à la MP2A sur la question du devenir auteur. C'est une notion qui a été évoqué par un prof d'infocom parisien au début des années 2000 qui s'appelle Jean-Louis Weisberg, sur la question du devenir auteur. Je vous ai mis la référence, où il identifie que sur les outils numériques, entre autres sur le web, on est dans une action de réception, non pas simplement que co-construction de sens, quand on dit beaucoup, quand on est face à une œuvre, on co-construit le sens de l'œuvre, parce que d'un coup, on l'intègre au sein même de sa propre culture, de sa propre individualité, mais, et surtout, on va, avec les outils numériques, coproduire du sens, c'est-à-dire que cliquer sur un lien, c'est-à-dire que faire un post aujourd'hui Instagram, Twitter ou poster sur TikTok est un acte de réception-production, c'est-à-dire de coproduction de sens qui va changer profondément en fait le statut à la fois technique, méthodologique, mais aussi juridique de l'auteur avec ces outils numériques. Ou on a un outil numérique des outils numériques qui vont fondamentalement construire de nouveaux outils de production des savoirs et des contenus. Pour moi, ce qui est vraiment nouveau, c'est que le personal computer, l'ordinateur individuel connecté au réseau Internet, dans un réseau qui n'a pas de centre, qui n'a pas de centralité, dans lequel il va falloir repenser les processus d'intermédiation, de recommandation, de prescription, etc., va véritablement ouvrir un devenir auteur potentiel. Et puis, ce sont des outils qui ont généré aussi un propre dispositif de maîtrise de ces outils de production, c'est-à-dire qu'on a des dispositifs de gouvernance des outils numériques essentiellement de l'Internet, mais aussi du web, mais aussi comme Wikipédia, des dispositifs comme Linux, comme un certain nombre de gros dispositifs qui sont un peu dans le back-office ou dans la construction d'un certain nombre d'applicatifs, de fonctionnalités, d'usage, de pratiques de l'Internet, qui sont dans des gouvernances extrêmement horizontales, partagées à l'échelle mondiale, non pas forcément paritaires au sens de l'égalité, mais qui vont générer d'autres modalités de construction d'institutions. On a dans les outils numériques à la fois quelque chose qui relève du processus de l'affirmation de l'identité dans sa réception et production de contenu, mais aussi de la possibilité de se relier à des communautés de choix et en même temps de pouvoir, avec ces outils-là, parce qu'il n'y a pas de centralité ontologiquement dans ces outils-là, de pouvoir constituer des dispositifs instituant différemment. Wikipédia, pour moi, en est l'exemple extrêmement déterminant. Alors là-dedans, quelle résonance avec les droits culturels? Pour moi, il y en a fortement deux. Indépendamment de l'article 2, qui ouvre en fait une définition beaucoup plus large de la culture que simplement celle qu'on a en France, centrée sur l'art, ou la question de l'art et des pratiques artistiques. On l'a encore dans le terme de la maison des pratiques amateurs et artistiques. C'est pas une maison de la culture, parce que d'un coup, on ne sait plus comment appeler ces maisons-là. On n'arrive plus à les appeler les maisons de la culture d'une certaine manière, instrumentalisées autour des questions de pratiques artistiques depuis longtemps. Mais grosso modo, aujourd'hui, on a dans l'article 2 quelque chose qui est extrêmement déterminant pour moi sur la définition beaucoup plus vaste et large de la culture. Et ce n'est pas vrai, il y a pas mal de controverses à l'heure actuelle que la question de l'art est absente. Au contraire, elle fait partie prenante, mais au même titre que d'autres de ces questions culturelles. Il y a pour moi deux articles qui sont extrêmement importants et qui sont vraiment en résonance avec ces questions-là, qui est l'article 3C de la déclaration, qui
dit comment est-ce qu'on peut accéder, notamment, il faut les droits culturels permettent d'accéder notamment par l'exercice des droits à l'éducation et à l'information, extrêmement important, au patrimoine culturel, un autre capital culturel, qui constitue des expressions des différentes cultures ainsi que des ressources pour les générations présentes et futures. C'est-à-dire qu'on a la constitution dans cet article-là d'une capacité à produire indépendamment des institutions du capital culturel et du patrimoine culturel au sens de capital culturel. Et puis, on a un article qui, moi, m'intéresse énormément, dont on parle toujours très peu, qui est l'article 6b. 6, c'est dans tout le paragraphe autour de l'éducation et de la formation, qui est un article qui dit, dans ce cadre-là, il est nécessaire de générer la liberté de créer, de diriger et d'accéder à des institutions éducatives autres que celles des pouvoirs publics, à condition, bien sûr, que les normes et les principes internationaux reconnus en matière d'éducation soient respectés par ces institutions. Mais on a la liberté de créer, de diriger et d'accéder à des institutions éducatives. C'est-à-dire qu'on a une capacité à produire soi-même de l'institution instituante, c'est-à-dire de cette capacité à pouvoir apprendre à apprendre, d'une certaine manière, ou à faire les choses pour apprendre à les faire. Et là, j'insiste sur ça parce que ce principe-là, cet article 6D, il est au cœur des processus coopératifs, entre autres dans les règles internationales des coopératives. C'est l'article 4 ou 5 de ces règles-là, insiste sur cette capacité à ce que le mouvement coopératif génère des fonds pour pouvoir développer sa propre éducation au processus coopératif. Je m'arrête une seconde là-dessus pour vraiment insister sur ça. C'est-à-dire que ce processus éducatif, ce n'est pas simplement à apprendre, c'est-à-dire gaver les gens de ce que seraient les droits culturels, mais c'est en tant que tel, et c'est ça que je fais comme lien très fort entre les cultures numériques, ce qui se génère dans les cultures numériques et potentiellement dans les droits culturels, ce qui pourrait être dans nos institutions culturelles, cette capacité procédurale à faire les choses pour apprendre à les faire, c'est-à-dire à pouvoir s'instituer pour pouvoir apprendre à s'instituer. Et il n'y a pas d'institution sans mouvement, sans voyage, donc sans récit. Et je fais ce lien fort entre ces deux notions-là, parce que je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on a, pour conclure, des cultures numériques qui peuvent fondamentalement venir outiller les droits culturels, au-delà des questions de principes et de méthodologie que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi avec des enjeux de récit, c'est-à-dire de considérer que le droit, comme les technologies, sont des objets culturels collectifs. Ce sont des communs, c'est-à-dire ce sont des éléments de base qui ne sont pas au-dessus de nous, mais qui sont parmi nous, qui sont nous, d'une certaine manière. Des droits et des technologies, deuxième élément qui pourrait nous servir d'instituer, de constituer d'autres modalités d'institution de ce que c'est que la société, et pas simplement la déléguer à quelques-uns, mais véritablement produire de la manière micro jusqu'à l'échelle monde, c'est-à-dire en prenant de multiples logiques d'échelle, en fait, des capacités d'instituer les groupes, les communautés et de permettre aux individus, depuis l'échelle micro-locale, depuis son quartier, depuis le bout de sa rue, jusqu'à effectivement une échelle dite communautaire à une échelle extrêmement vaste, à l'échelle monde. Le mouvement queer, par exemple, je reprends la question de Sam Boursier tout à l'heure, de pouvoir effectivement générer de multiples logiques d'institution à ces différentes échelles. Avec une hypothèse qui serait, pour moi aujourd'hui, une hypothèse forte de travail, de se dire, si la culture n'était pas politique, c'est-à-dire si on pouvait considérer que la culture est un substrat, vraiment au sens de la terre, du terrestre, qu'évoque Bruno Latour, un plein et non de l'antre, c'est-à-dire un plein qui soit effectivement quelque chose, qui est un soubassement, là où la relation est politique, où la culture est ce qui permettrait la relation et l'attention. C'est-à-dire que sans culture, on n'aurait pas de politique. Sans politique, effectivement, on n'aurait pas d'évolution possible de la culture. Et que vraisemblablement, droit culturel, culture numérique, pourrait permettre d'engager une réflexion pour essayer de mener, en fait, en troisième élément, quelque chose qui relève d'un travail de discernement collectif où autour des pratiques culturelles, ce soit une pratique qui effectivement de plus en plus de discernement, c'est-à-dire d'identifier des objets qui soient des objets qui puissent faire commun entre nous et qui puissent nous permettre petit à petit de constituer une forme d'institution. On a des éléments extrêmement concrets dans le cadre des gouvernances des réseaux du réseau Internet, par exemple, je le disais tout à l'heure, et dans la construction d'un certain nombre de dispositifs, entre autres de production de savoir, mais aussi de production culturelle. Sur ces réseaux-là, je reprends le décret des centres culturels belges, qui est aussi un dispositif procédural avec son mode de gouvernance à l'échelle d'une grande région,
qui est la région Bruxelles-Wallonie. Je vous ai mis juste quatre références moi, qui m'animent beaucoup. Cette référence un peu historique de Jean-Louis Weisberg, le travail d'Anna Arendt sur qu'est-ce que la politique. Là, il y a un petit extrait aux éditions du Seuil, Cynthia Fleury. Et puis, on a une très belle introduction de Dominique Cardon que vous avez chez CEF Éditions pour le travail de Fred Thorne. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci, c'était dense, c'était intense. On continuera. Pardon? J'ai pas entendu. Tu me le dis à chaque fois, c'est dense, c'est dense. Ah oui, c'est habité en tout cas. C'est en tout cas à recevoir, c'est plaisant et ça attise la curiosité. On a envie d'approfondir. Alors on a peu de temps là pour des questions maintenant, mais n'hésitez pas à les écrire dans le chat parce que comme ça on peut préparer des réponses et qui seront voilà partagées tout au long de l'après-midi. On retrouve Emmanuel tout à l'heure sur la partie participative en co-animation avec Benoît Labourdette. Donc, avant de donner la parole à Manuela, simplement réagir sur la conclusion que tu proposes, la perspective que tu proposes d'ouvrir sur cette tension ressentie entre finalement deux conceptions de la culture. Une conception qui consisterait à dire c'est ce qui fait le lien entre les gens, la culture c'est le relationnel, et une conception plus liée à ce que tu nommes le substrat, qui serait finalement comment évolue la culture dans un monde où tout évolue tout le temps, et l'humain en tout premier, pour permettre à cette évolution finalement de pouvoir exister légitimement. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai envie de reformuler cette question-là. Il y a sûrement 1000 façons de reformuler. Mais voilà, ça me permet de garder ça en tête, en tout cas pour le reste de l'après-midi et pour le mot de la fin. Je ne doute pas que Fabrice est voilà, en plein dans ses réflexions également. Manuela. Merci à Maison des pratiques amateurs, artistiques amateurs et à son équipe de l'invitation. Merci à vous d'y assister. Et donc, je vais rebondir sur le titre de l'intervention que je n'avais pas choisi et qui met en relation, donc qui est sur la manière dont les technologies influencent le travail des artistes autour de cet ouvrage Magie et technologie. Mais bon, finalement, notamment dans cette première partie, je vais tenter de faire dialoguer les deux, donc le travail des artistes avec les technologies et ce que je propose dans le bouquin. Et notamment dans une première partie, je vais plutôt parler du non-droit des techs. Donc, ça va aussi rebondir avec l'intervention d'Emmanuel, j'espère d'une façon complémentaire, peut-être un peu en contrepoint, et peut-être créer un dialogue. Après tout, on est aussi là pour ça. J'espère surtout là pour ça. Donc, ce livre, Magie et technologie, publié il y a déjà quelques années, parle du fait que croyance, magie, illusion croisent les sciences et les technologies. Et par l'étude de textes anciens, d'événements historiques, mais aussi par l'observation de développements scientifiques et techniques contemporains, ou bien encore la mise en perspective d'éléments de la culture artistique ou populaire, je montre comment l'imaginaire et la fiction, je suis tout à fait d'accord avec le fait que outils et récits sont des complémentaires, donc l'imaginaire et la fiction se mêlent à la rationalité et à l'ingénierie pour engendrer le monde technologique actuel. J'y postule aussi que ces deux espaces de pensée, qui sont le plus souvent considérés comme opposés, permettent l'actualisation dans les objets technologiques de ce qui étaient d'anciens fantasmes d'occultistes. Mais je dis également que c'est le résultat de choix idéologiques, politiques et économiques dont on doit faire la genèse pour comprendre les processus de société à l'œuvre aujourd'hui et la puissance de contrôle qu'on y observe, parce qu'elle est déjà substantiellement théorisée par les philosophes magiciens du XVIe siècle. Alors, qu'est-ce que c'est que cette magie dont je parle? C'est en fait une connaissance suffisante de la psyché humaine pour pouvoir mettre en place des systèmes de domination et d'influence. Giordano Bruno l'exprime ainsi. Tel qu'on l'emploie chez les philosophes, ce mot de mage désigne un homme alliant le savoir au pouvoir d'agir. Et encore, l'amoureux
comme le magicien est un prédateur qui met en place des pièges, qui crée des liens. Ces liens sont ce qui attache, ce qui fait perdre de la liberté, ce qui nous assujettit, ce qui nous domine. Et cette magie, comme toutes les magies, est un système de manipulation et de contrôle. Alors pourquoi est-ce que je dis que les technologies contemporaines ont réussi à créer les rêves des anciens magiciens? Pour Ioan Coulianu, qui est un historien de la culture et des religions, il dit que le magicien de la Renaissance est psychanalyste et mais anticipe aussi sur des professions modernes, comme celle de chef des relations publiques, agent de propagande, espion, politique, censeur, directeur des moyens de communication de masse ou agent de publicité. Évidemment, la liste pourrait être rallongée. Parce que notre culture est une culture d'influence par excellence, que l'on pense à la publicité, aux objets technologiques, à la consommation, aux addictions. Tout ça peut être croisé, évidemment. Et que l'idéologie de la consommation est une idéologie du désir. Et c'est la manipulation par le déclenchement du désir. Il s'agit en fait d'un processus d'envoûtement. C'est le moyen de fabriquer des individus consommateurs. Yves Citon le dit ainsi: pour que les usines puissent écouler les biens qu'elles fabriquent à grande échelle, il faut que les médias fabriquent les subjectivités susceptibles de les acheter. De nombreuses méthodes de manipulation à distance sont mises en place par les designers des technologies qui utilisent la psychologie cognitive, sociale et comportementale pour favoriser un produit en ligne. Et il y a un certain nombre de raisons à l'efficacité de ces méthodes et je vais retenir 2 raisons majeures. D'une part, les humains sont vulnérables au charme magique parce que nous cumulons les biais cognitifs. Un biais cognitif est une distorsion dans le traitement cognitif d'une information. Ce sont des biais inconscients qui nous amènent à prendre des décisions automatiques sans en avoir conscience, avec un manque d'intentionnalité et de contrôle. L'étude des biais cognitifs fait l'objet de nombreux travaux en psychologie cognitive, en psychologie sociale et plus généralement dans les sciences qui s'intéressent au processus d'acquisition de la connaissance et au traitement de l'information. Ils sont abondamment utilisés par nos magiciens modernes, notamment dans la publicité et dans les technologies. Quelques exemples, très pragmatiques. Je l'ai dit, le mécanisme est celui du désir. Des plateformes telles que Facebook, Instagram, Twitter utilisent le système et le mécanisme d'action-récompense qui amène le besoin de gratification et de reconnaissance. Elles vont s'y prendre de plusieurs façons, notamment en suscitant la peur de manquer quelque chose. Et la peur est un élément important du mécanisme d'addiction. Couplé au désir de reconnaissance, c'est une bombe mentale. Elles vont aussi manipuler la fréquence des likes et des tags, par exemple en repostant une publication ou une publicité de façon répétée ou en demandant à plusieurs reprises « Voulez-vous identifier une telle ou une action de ce genre ?» Bon, en réalité, on sait bien tout ça, mais on a beau le savoir, ça continue à fonctionner. C'est peut-être là qu'il y a quelque chose à réfléchir. D'autre part, ces plateformes établissent un système marchand, parce qu'en fait, c'est leur modèle à la fois économique et social. Je te like, tu me likes. On est dans des systèmes d'échange et des systèmes de négociation. Bon, c'est aussi le système des mails. Ne pas répondre ou répondre avec un délai est vécu ou reçu comme un problème. Troisièmement, il y a des trouvailles de certaines applications. Par exemple, LinkedIn, qui, lorsqu'on accepte un contact, active d'autres invitations instantanément dans un processus sans fin et assez pesant. LinkedIn est d'ailleurs une des plateformes qui pose le plus de problèmes de sécurité. Un tas de spécialistes pour rentrer dans vos comptes, c'est par là qu'ils passent. Quatrièmement, il s'agit de nous mettre en situation de consommation continue. Par exemple, quand on active l'autoplay de YouTube ou de Netflix ou de Facebook, il vaut mieux y réfléchir à 2 fois. Parce que quand un repas est servi sous forme de buffet, on mange 70% de plus gras et plus sucré. Cinquièmement, des interruptions intempestives, donc par le chat, les notifications, les choses que vous activez sur vos écrans, et qui poussent les utilisateurs à entrer dans la frénésie de la réponse immédiate, et donc de l'utilisation de l'application, c'est le but fondamental. Donc on est dans un système d'immédiateté permanente qui
s'oppose en réalité au temps biologique qui est le nôtre et qui n'est pas tout à fait ou pas du tout raccord avec le temps technologique. Dans son livre sur le sommeil au temps de l'ultra-capitalisme qui s'appelle 24/7, Jonathan Crary parle de futur sans présent. Il dit « L'expression 24/7 attribue une valeur absolue à la disponibilité, mais ce faisant aussi un retour incessant de besoins et d'incitations voués à une perpétuelle insatisfaction. C'est l'idée d'opération productive qui ne s'interrompt pas, celle d'un travail pouvant fonctionner 24/7 pour générer du profit. » Bon, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde sait que quand on utilise une application gratuite, évidemment, je mets beaucoup de guillemets, tels que Facebook ou Twitter ou les autres, on travaille en réalité pour générer un profit qui nous échappe totalement, puisqu'évidemment, on n'est pas payé. Mais par contre, ça a généré des masses monétaires et, je dirais, pas seulement monétaires, symboliques, politiques et de pouvoir considérables. Donc, nous obliger à passer plus de temps sur l'application, par exemple, devoir passer par le fil de l'actualité pour voir les infos d'un événement, nous empêcher de partir, par exemple le parcours du combattant pour se désabonner d'une newsletter, ou bien la technique du pied dans la porte, cela vous prendra 1 minute de répondre à cette évaluation, etc., etc. Bref, toutes ces méthodes que l'on a beau connaître, on continue à se laisser prendre et on continue finalement à les accepter. Je donnerai 2 références pour approfondir ces questions. Les travaux de Tristan Harris, qui est un ancien philosophe produit, oui, ça existe, donc chez Google, et créateur du Centre pour la technologie humaine, donc qui à un moment donné s'est rendu compte de ce qu'il faisait véritablement comme métier et qui a commencé non seulement à démontrer publiquement ce qu'il faisait et essayer de le contrer. Et donc ce Centre pour la technologie humaine travaille à évaluer et à minimiser les impacts négatifs des technologies numériques, donc quelque chose comme des droits et des devoirs du numérique. Et c'est le principal interlocuteur d'un documentaire sur ces questions que l'on peut voir sur Netflix et qui s'appelle The Social Dilemma. Et deuxièmement, je voudrais citer un classique de la mise en évidence des techniques d'influence, principalement dans le commerce, pour ce livre qui s'appelle « Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens ». Et on peut retenir dans les concepts dont parlent Robert Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois, l'escalade d'engagement ou le piège abscon, notion très précisément étudiée qui explique comment on peut amener les personnes à faire ce qu'on veut qu'elles fassent de manière suffisamment cachée pour qu'elles s'en rendent compte trop tard ou pas du tout, c'est-à-dire en pensant que la décision venait d'elles au départ. Donc, d'un côté, nous avons des biais cognitifs. Et de l'autre côté, nous avons le fait que les humains sont perméables à l'influence parce que nous sommes des êtres de fiction. La création fictionnelle est active, elle est opérante. Le propre des humains est certainement de tout mettre en œuvre pour faire advenir leurs rêves et ambitions, y compris si le coût en est démesuré. D'autre part, la fiction est rendue tangible par le langage qui n'est pas seulement constatatif. Quelques exemples. Par exemple, John Austin, qui est un philosophe anglais, auteur d'un livre qui en français s'appelle « Qu'en dire, c'est faire », le titre anglais étant « How to do things with words », autrement dit, comment faire des choses avec des mots. Ça date de 1962 et c'est une théorie linguistique des énoncés dits performatifs qui sont à la fois des paroles et des actes. L'exemple le plus souvent cité est « Je vous déclare mari et femme », qui, en 6 mots, fait changer de statut ceux pour qui ils sont prononcés. Deuxième exemple, Robert Merton et sa prophétie autoréalisatrice, énoncée à partir du théorème de Thomas, qui dit « Si les humains considèrent des situations comme réelles, alors elles deviennent réelles dans leurs conséquences. » C'est ce qu'on appelle des conséquences inattendues. Une définition d'abord fausse d'une situation, mais
cette définition erronée suscite un nouveau comportement qui va la rendre vraie. Elle a pour pendant la prophétie autodestructrice qui empêche, par une attitude pour contrer cela, donc qui empêche ce qu'elle prédit de se réaliser. Enfin, Paul Václavic et ses prédictions qui se vérifient d'elles-mêmes, qui sont une supposition ou prévision qui, par le simple fait d'avoir été énoncée, entraîne la réalisation de l'événement prévu et confirme par là même sa propre exactitude. Il explique par exemple comment une attitude de défense ou d'agressivité de la part d'une personne qui se croit menacée provoque l'hostilité qu'elle redoute. Dans ce cas, ce n'est pas le passé, mais le futur qui détermine le présent. C'est un oracle fictif qui crée une réalité par l'effet psychologique qui l'entraîne. C'est un effet psychologique qui est un effet parfois de masse, notamment si vous y pensez dans la bourse. C'est typiquement le genre de mouvement qui peut provoquer des mouvements boursiers impromptus. Donc, pour conclure cette partie, nous pouvons dire que les rêves anciens des magiciens ont pris forme grâce aux technologies, même si c'est sous des aspects moins ésotériques que ceux qu'ils imaginaient. J'ai développé une petite partie donc, qui était celle de la suggestion et de l'emprise, qui est celle que nous venons de voir, mais on peut penser aux dons d'ubiquité par les moyens de communication, à la communication en distance, qui allait aussi de pair avec la communication avec les esprits, les actions à distance et de longue portée, par exemple avec les drones, l'invisibilité, alors évidemment la cape d'invisibilité de Harry Potter, qui est développée dans plusieurs laboratoires, dont le DARPA de l'armée des USA, mais aussi la surveillance permanente et invisible, les transformations biologiques et la recherche d'immortalité, on pense au transhumanisme, mais en réalité pas du tout seulement, la création de nouvelles espèces vivantes, qui est aussi rapide peut-être que leur destruction, et parmi celles-ci, on peut aussi considérer que l'intelligence artificielle en est le dernier avatar. Mais venons-en à ce que font les artistes et le monde artistique des technologies, et notamment dans ce moment particulièrement problématique. Il y a de nombreuses formes d'art contemporain qui utilisent les technologies contemporaines. Et ce sont celles sur lesquelles je travaille le plus souvent. Cette partie n'entend pas se focaliser sur des dispositifs techniques particuliers, mais plutôt de réfléchir très rapidement sur ce qu'ils changent ou ne changent pas dans les relations humaines, la créativité ou le partage des œuvres. Je vais me concentrer sur les notions de présence, d'altérité numérique et de proxémie sociale, particulièrement mises à l'épreuve dans le contexte de pandémie mondiale que nous connaissons. On peut tout d'abord retenir trois notions qui ont rendu le travail des artistes et des lieux d'art très compliqué, puisque contraire à leur mode de fonctionnement habituel. Le travail à distance, la distanciation sociale et la culture non essentielle. Or, les humains sont essentiellement sociaux et créatifs et la technologie et l'art sont deux façons primordiales d'exercer cette sociabilité et cette créativité. Ils le font de diverses façons. Nous en retiendrons 4 pour donner des exemples de la manière dont les technologies ont servi à contourner des difficultés actuelles. Regarder, interpréter, interagir et imaginer, et on va voir que tout cela en fait fonctionne ensemble. Regarder est la première étape. Mais on se rend compte qu'avec les technologies connectées, on ne fait plus que seulement regarder. Par exemple, avec les sites de musées numérisés. Une directrice de musée dit « Aujourd'hui, il est devenu impossible d'imaginer une exposition sans promotion sur Internet et sans proposer des pistes d'approfondissement virtuel à nos visiteurs. » Mais cela va beaucoup plus loin, avec des expositions virtuelles, des podcasts, des vidéos, des MOOC. Et depuis la fermeture de leurs portes, les musées proposent diverses façons inventives de faire des visites virtuelles. Le Centre Georges Pompidou a aussi créé un jeu vidéo qui s'appelle Prisme 7, qui est un jeu vidéo gratuit qu'on peut télécharger en ligne et qui permet de révéler au fil des parties les œuvres de la collection du musée avec une charte visuelle très proche de celle du design du centre. L'objectif est l'interaction dans l'apprentissage et la connaissance par le ludique.
Open Content est un projet de Paris Musée où l'on peut voir 150 000 œuvres. Et le projet Google Arts and Culture propose la visite virtuelle de milliers de musées dans le monde sur le modèle du Street View de Google Maps. Cela se double d'un apport complémentaire des musées partenaires qui proposent audio guides, œuvres commentées ou quiz. Les musées peuvent aussi visualiser ou virtualiser des visites pour d'autres raisons. Par exemple, pour montrer ce qui n'existe plus. En décembre 2017, le Muséum d'histoire naturelle de Paris installait un tout nouveau cabinet de réalité virtuelle au sein de sa galerie de l'évolution. Et les spectateurs peuvent y voyager à travers l'histoire de la Terre grâce à un casque et des manettes et naviguer entre 450 espèces animales. Enfin, dernièrement, nous avons vu des musées apparaître sur des plateformes majoritairement utilisées par des populations très jeunes afin d'élargir leur public, notamment TikTok, qui ne s'est pourtant pas fait connaître pour des contenus culturels. Notamment, le musée de Versailles a beaucoup utilisé cette plateforme. Donc, il faut aussi interpréter et interagir et plus seulement regarder. Comme la plupart d'entre nous, les artistes ont vu une différence notable entre le second et le premier confinement. Le ralentissement est devenu accélération, la douceur de se retrouver soi-même s'est transformée en angoisse, le repos s'est changé en nuit agitée et les journées en d'interminables sessions sur Internet, réunions Zoom ou vide ou dossiers en ligne. Et à cela s'est rajouté les expositions annulées et le carnet de commandes vide pour l'année à venir. Pourtant, sans la technologie actuelle, la distanciation sociale aurait été synonyme d'isolement total. La distanciation sociale, je voulais dire. Qu'il s'agisse du travail, de l'éducation, des courses ou des activités de loisirs, c'est la technologie qui rend en fait cette distanciation sociale possible dans le monde contemporain. J'ai ainsi vu les pratiques se transformer. Une telle qui ne pouvait plus aller à l'atelier a commencé des collaborations en ligne. Ou bien un peintre qui faisait des grands formats a commencé à faire des dessins sur tablette dans son tout petit studio. Donc, imaginer de nouveaux outils, de nouvelles façons de s'en servir est devenu crucial pour que l'isolement et le manque de contact avec les spectateurs et plus généralement le monde de l'art ne deviennent pas synonymes d'assèchement de la créativité, déjà bien mise à mal par la morosité et le manque de visibilité de l'avenir. L'art est aussi devenu un moyen de relier les confinés et les semi-confinés que nous sommes actuellement. Les défis ont fleuri, reproduction de tableaux in vivo ou réflexion visuelle sur le confinement, comme la série de photographies masquées d'Orlan. Sans parler des autres formes d'art, concerts en ligne, retransmission de lectures poétiques, etc. Je voudrais enfin, et pour finir, citer, je voulais deux œuvres, mais je vous en cite une œuvre qui utilise des technologies pour en faire des outils de connaissance et de libération. Antoine Schmitt, qui est un artiste français, qui a créé pendant les manifestations parisiennes de l'hiver dernier, particulièrement violentes, puis pendant le confinement, un site internet qui s'appelle manif.app. Et il s'agit de permettre aux citoyennes d'occuper l'espace public et d'y faire des revendications sans avoir à y être physiquement. C'est un site qui permet d'avoir un avatar qui peut porter une pancarte avec un slogan et de le placer sur une carte mondiale. Il est entièrement sécurisé et anonyme pour préserver la sécurité de ses utilisateurs. On peut même organiser une manifestation et former un groupe. L'application a eu en fait un succès inattendu. Et par exemple, elle a été très utilisée lors des dangereuses manifestations contre Bolsonaro au Brésil par plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont manifesté de cette façon. Toute petite et très rapide conclusion. L'outil numérique est donc à la fois un enfermement et une libération. L'enfermement vient de la façon dont il est conçu et des buts qui sont poursuivis par les grandes entreprises de technologie, mais aussi, par exemple, par la façon dont le corps disparaît avec son utilisation prolongée. La libération vient de leur évident pouvoir de rassemblement et de potentielle communautarité, qui paradoxalement provoque également l'attitude de masse qui permet par exemple des fake news de faire florès. Il y a beaucoup de gris dans ces outils qui, si on les décortique du point de vue politique, économique et aussi individuel, sont largement problématiques.
et la vigilance et la créativité, notamment par l'utilisation ou le refondement de l'utilisation orthodoxe de ces technologies en art, sont sans doute les deux moyens de contourner ces écueils. Merci beaucoup. Merci beaucoup Manuela. C'était tout aussi intense et passionné. On sent l'importance et même l'urgence à dire et à témoigner. Et c'est vraiment, ça ouvre plein de portes et plein de questions. Alors, il y a des réactions, il y a au moins une réaction dans le chat. On peut revenir peut-être à la fin de notre table ronde sur les différentes, les différentes questions qui pourraient se poser. Je vais passer la parole à Hélène pour pas qu'on prenne trop de retard. Hélène Goulot pour le retour sur expérience en cours de la carte sensible qui est menée entre la MP2A et le SAMU social. Merci Hélène. Je vous remercie de m'inviter à participer à cette table ronde et je vais essayer de de garder mon propos concis. J'aurais bien aimé continuer à écouter ce que vous disiez, Emmanuela, qui était réellement passionnant. Donc, pour me présenter, je m'appelle Hélène Goulot, je suis coordinatrice de projets socioculturels au SAMU social de Paris. Pour un public bien spécifique, en fait, il s'agit des familles hébergées dans ce qu'on appelle les hôtels sociaux. Depuis une vingtaine d'années, de plus en plus de familles se retrouvent en situation de précarité et sont hébergées principalement dans des structures hôtelières du secteur privé. Aujourd'hui, le nombre de personnes hébergées en Île-de-France arrive à 58 000 personnes, dont à peu près 10 000 dans Paris intramuros. Leur contexte de vie est particulièrement difficile et ça justifie depuis 2016 la création du pôle dans lequel je travaille qui s'appelle le Mieux Vivre à l'Hôtel et qui va viser à créer des projets et des partenariats socioculturels pour améliorer le quotidien des familles. C'est une approche assez particulière dans le mode de travail du champ social et assez sous-représentée et sous-exploitée à mon sens, mais ça va justement, mon intervention aujourd'hui va essayer de démontrer l'intérêt d'une approche socioculturelle pour améliorer le quotidien de personnes qui sont dans une situation de précarité. Le projet que je viens vous présenter et pour lequel je fais un retour d'expérience est un projet en fait d'accueil des familles à l'hôtel qui s'appelle Mon chemin, mes images et qui part d'un constat établi en 2018 pendant une enquête auprès de familles parisiennes dans le 11e arrondissement qui établissait en fait une grande difficulté des familles hébergées en structure hôtelière à créer un lien avec les structures ressources de leur territoire. Faisait état d'un état d'isolement très, très aigu et intense, et également d'un temps encore plus significatif pour cet isolement, qui est le temps d'arrivée d'une famille sur un nouvel établissement hôtelier. Donc, quand une famille arrive dans un nouvel lieu d'hébergement, il peut s'avérer que les familles dont les 3 ans en moyenne qu'elles passent hébergées dans les structures hôtelières se retrouvent propulsées et catapultées dans des nouveaux hôtels, dans des nouveaux cercles et des nouveaux espaces sociaux qu'elles ne maîtrisent pas du tout, notamment parce qu'elles ne maîtrisent pas forcément la langue française. Et du coup, ce temps d'arrivée à l'hôtel est un temps particulièrement difficile et mal vécu. C'est fort de ce constat que nous avons construit avec ma collègue Pauline Richet le projet d'accueil des familles à l'hôtel qui a été lancé en février jusqu'en septembre dans le 11e et le 20e arrondissement et qui va se découper en plusieurs temps. Une rencontre systématique par des familles nouvellement arrivantes ou identifiées comme très isolées par des bénévoles qui vont les amener dans le centre social le plus proche pour discuter avec elles des points ressources à leur disposition. Et ensuite, une proposition qui a plus trait à la création, la proposition d'une inscription à un parcours sensible et artistique de découverte du territoire qui est animé par les deux artistes de la MP2A, Christina Hoffmann et Benoît Labourdette, pour leur permettre, au-delà de ce point très utilitaire qui est établi avec les bénévoles et le centre social, pour proposer, au-delà de ce point utilitaire,
un réel parcours sensible de découverte de son environnement. Du coup, pour articuler un tout petit peu cette intervention, la question fondamentale en fait que je voudrais vous présenter, ce sont les raisons et surtout les plus-values qu'on va retrouver et qui vont constituer la coopération entre des structures sociales que je représente aujourd'hui et des structures culturelles, et comment cette collaboration va amener des dynamiques très spécifiques et très intéressantes qu'on retrouve peu dans le travail social et qui est à approfondir. Je pense que la MP2 ensuite pourra rebondir sur leur côté, l'apport que cela peut constituer pour une structure plus d'ordre culturel. Tout d'abord, pour revenir sur les types de difficultés qui sont rencontrées par les familles hébergées par le SAMU social dans les hôtels sociaux, je vais essayer de décliner un peu les types d'isolement qu'on rencontre et ce en quoi ce parcours sensible et artistique va permettre d'établir un certain nombre de leviers. Tout d'abord, l'isolement que rencontrent les familles concerne la mise en lien avec les structures et les points ressources de leur quartier. Comme je vous le disais, les familles déménagent beaucoup, sont amenées pour des raisons pratiques et de place dans les hôtels, de taille des chambres d'hôtel à changer de lieu de vie, et vont du coup se retrouver déracinés assez facilement de point en point, de ville en ville dans toute l'île de France, et du coup avoir du mal à établir un lien qualitatif avec des structures sociales, mais également artistiques. Cette instabilité est réellement très forte. On va ensuite retrouver un isolement humain extrêmement aigu dans les chambres d'hôtel. Il faut savoir que les familles qui sont hébergées dans ce contexte sont parfois issues d'une vie de rue, et qu'une arrivée dans un espace fermé, dans une chambre qui les protège certes, va aussi créer un facteur isolant très fort. Et le confinement qu'on a vécu depuis un an est disons, peut-être une caractéristique de vie assez forte des personnes qui sont hébergées dans les hôtels et qui vont avoir une potentialité à se renfermer dans cet espace. Ensuite, on observe, et on a pu l'observer vraiment de manière très, très importante auprès des adultes hébergés, une possibilité, un réel abandon en fait de ces personnes, de leur intérêt propre, de leur goût et du temps passé et éprouvé de plaisir dans la journée, dans un cadre de vie. À savoir que ces personnes qui sont dans des démarches administratives lourdes, avec des problématiques de vie très complexes, vont complètement occulter une dimension de plaisir qu'elles vont réserver pour la plupart pour leurs enfants, et notamment vont essayer de pousser leurs enfants à avoir une vie culturelle et artistique, mais vont complètement se la refuser à elles-mêmes. Et enfin, ce temps passé dans les hôtels sociaux est un temps d'attente et d'errance qui est assez structuré par une attente administrative et une situation dans laquelle les personnes se trouvent d'attente de régularisation, d'attente de papier, ou d'attente d'emploi, dans des situations réellement où le temps est long et où, comme je vous le disais, la dimension de plaisir dans ce temps est très souvent absente. Dans le cadre de ces difficultés identifiées, la mise en relation entre le travail social, le travail d'hébergement dans lequel je m'inscris, et les structures artistiques est réellement essentielle. Ce projet d'accueil des familles et de parcours sensibles ajoute à des problématiques de vie très pragmatiques, d'identification des points ressources, une dimension sensible qui est très souvent occultée par faute de temps, par faute d'intérêt. Et cette collaboration, à mon sens, va permettre 4 points essentiels, 4 leviers essentiels.
Tout d'abord, les familles qui participent sont, dès le début du projet, co-créatrices des parcours et des productions artistiques. Des groupes pilotes ont été établis et rencontrés très tôt par les artistes Benoît et Christina pour co-créer le contenu, co-créer la découverte des espaces et réellement réfléchir ensemble à une proposition qui soit accessible et en même temps enthousiasmante pour les familles qui y participeraient. Ensuite, ça offre aux familles un regard nouveau sur leur espace de vie. Euh, dans l'accompagnement social, quand on oriente une famille dans son espace de vie, on va s'en tenir réellement à des problématiques très pragmatiques, où se trouve le point de distribution alimentaire, où se trouve le centre de santé. Mais l'appropriation d'un espace culturel et le lien, la création même, l'investissement, le fait d'habiter son quartier, n'est pas du tout un axe prioritaire pour le travail social. C'est un axe, cependant, qu'on considère comme essentiel pour qu'une famille puisse investir réellement son lieu de vie. Et dans ce sens, un regard nouveau est porté par ce projet. De plus, les personnes donc, dans ces parcours, en fait, les personnes qui participent à ces parcours s'inscrivent et ont rendez-vous pour une matinée de découverte artistique pendant lesquelles ils vont se créer une balade, se balader dans le quartier. Ils vont prendre des photos, accumuler un petit patrimoine qui les aura intéressés et retravailler tous ces éléments artistiques avec les artistes pour une création individuelle et voilà, à partir de ces éléments collectés. Cette dynamique-là, en fait, permet aux personnes qui y participent de devenir réellement actrices. Et donc, de ce déplacement physique, qui est un déplacement de découverte d'un quartier, va ressortir une véritable création et qui va complètement changer la posture dans laquelle nous, travailleurs du champ social, nous retrouvons face aux familles, où les familles sont réellement, pour une fois, actrices et en proactivité par rapport à leur environnement de vie et dans une démarche complètement différente de celle que l'on connaît d'habitude, où elles sont demandeuses d'aide, demandeuses de soutien. Là, elles sont proprement actrices de leur production, de leur création artistique, et c'est un enjeu essentiel, à notre sens, à mettre en avant pour bien faire en sorte que nous, professionnels du champ social, voyons aussi les familles d'une manière différente et qu'elles-mêmes se perçoivent comme force de proposition, force de création. Et enfin, en dernier point, et ça c'est quelque chose d'extrêmement intéressant qu'on a pu observer de la part des familles qui ont été participantes au groupe pilote, donc dès le début des activités, et qui sont revenues plusieurs fois lors des différentes activités qui étaient proposées, ces familles reviennent et se voient vraiment investies d'une force et d'un pouvoir d'agir. Elles vont inviter les nouvelles participantes et, fortes de leur expérience, les guider et réellement se poser dans une forme de création de groupe et d'accompagnement d'un groupe qui est une posture qui est extrêmement valorisante en fait pour les personnes qu'on rencontre et qui leur permettent de s'ouvrir, de se développer d'une manière qui est extrêmement enthousiasmante, en tout cas quand on accompagne ces activités. Et pour reprendre ce que disait Manuel, que je trouve extrêmement vrai, c'est que l'art, dans cette dynamique-là, permet de relier et de mettre en lien des personnes qui étaient confinées. Et en fait, c'est vraiment le cas de ce qu'on peut observer des familles qui sont hébergées en chambre d'hôtel. C'est un cadre extrêmement confinant, extrêmement isolant. Et cette démarche artistique de production collective et individuelle permet une mise en lien qui est réellement fondamentale et sur lequel nous continuerons de travailler. Ce projet est encore à son balbutiement. On a fini, on commence la deuxième itération de ce projet dans le 20e, qui est l'atelier, le parcours aura lieu, le premier parcours dans le 20e arrondissement aura lieu lundi. Et les retours qu'on en a eus sont déjà extrêmement intéressants de participation et de retour des familles à ces activités. Et je ne doute pas que ce sera le cas dans le 20e arrondissement. Et nous aurons, je pense, grand plaisir à en tirer un bilan plus formel que nous serons ravis de vous communiquer et qu'on établira ensemble avec la Maison des pratiques artistiques amateurs. Je vous remercie pour votre écoute et je me tiendrai disponible pour répondre à tout type de questions sur ce projet.
Merci beaucoup Hélène. Alors effectivement, oui, c'est un projet qui va nous occuper, je pense, sur longtemps. En tout cas, on a aussi l'intuition que la durée, on en a encore peu parlé, mais la durée de ces projets, la question de l'immersion, de l'infusion, de l'appropriation, de tous les termes qu'on peut imaginer, pour dire à quel point on ne décrète pas, c'est pas on-off, voilà, que ce soit pour un projet artistique et culturel, et toutes les personnes qui sont dans une pratique artistique le savent, on ne se décrète pas du jour au lendemain, ni musicien, ni plasticien, ni danseuse, ni actrice. Donc, il y a vraiment cette question du chemin qui est vraiment intéressante et qui est mise à mal aussi en ce moment par l'immédiateté de la pandémie, du confinement décrété le 17 mars, quasiment de but en blanc, de la manière dont on n'a aujourd'hui aucun moyen de se projeter dans le temps. Donc ça, ces questions liées au temps, elles sont aussi fondamentales dans l'évolution des pratiques et dans la question de l'adaptation à un contexte. Il y a eu une intervention de Sarah dans le chat qui me semble être une excellente transition par rapport à la suite de l'après-midi, puisqu'en gros, la remarque, en tout cas l'intervention de Sarah, consiste à demander si la magie ne serait pas le vécu. Finalement, quand on vit un instant magique, on se dit waouh, c'est un truc extraordinaire que je vis là, mais que je vis complètement, c'est-à-dire à la fois mon corps, à la fois mon esprit. Peut-être ça vient frapper mon passé, mon expérience, ou ça vient éclairer mon avenir d'un jour nouveau. C'est un moment magique. Est-ce que la question des écrans, les outils, le fait de tout ramener à des outils numériques et du coup une immédiateté matérielle nous éloigne de ce vécu, de cette capacité à vivre cela? Alors peut-être, Sarah, si ce n'est pas tout à fait ce que vous vouliez dire, n'hésitez pas à me corriger. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai compris votre intervention écrite. Peut-être que c'est une question qu'on peut avoir dans l'esprit, dans la mesure où on va vivre là, pour celles et ceux qui le souhaitent, une expérience tous ensemble de réalisation, de vécu, de moments passés ensemble sur un temps qui ne va pas être très long, mais qui ne va pas être 5 minutes non plus. Donc avec on va s'installer dans un temps nouveau, dans un travail, dans une écoute, dans une prise de parole différente. En tout cas, la question de cette immédiateté et du vécu complet, moi j'ai envie de la garder en tête pour l'exercice qu'on va mener. Voilà. Merci vraiment à tous les quatre. Abby n'étant pas là, mais merci à tous les trois.